Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20e épisode du podcast À la Coupe qui est propulsé par Medcob Productions. Avant qu'on commence le show, bien, je tiens juste à faire un petit topic très rapide, tout simplement pour revenir des incidents là, qui s'est passé dans les derniers temps. Si vous nous suivez sur les différentes plateformes, dont entre autres TikTok, vous avez entendu parler de la situation avec notre ancien collaborateur Francis Noël Pro. J'assume que si vous êtes des gros partisans en ce moment, vous regardez peut-être son show sur une autre plateforme. Fait que, bref, si vous êtes ici, c'est parce que vous comprenez un peu la situation. Mais bref, le communiqué officiel a été très bien résumé. Donc, tout simplement, ce qu'on tient à dire, c'est qu'on avait décidé de prendre nos distances avec Francis Noël des suites à des incidents de lancer une marchandise qui avait pour but, selon nous, de viser une personne très spécifique, alors qu'au niveau du projet à la Coupe, ben, on prône des valeurs qui sont d'inclusion et de respect. Donc, ça ne coordonne pas avec nos valeurs. Et puis, par la suite, différentes choses nous ont amenés à séparer nos chemins et chacun continue, chacun de leur bord. Il n'y a pas de guerre en tant que telle entre nous deux, mais il reste que on a décidé quand même de se séparer de Francis Noël. À part de ça, ben, écoutez, au niveau de l'actualité, il y a tout plein de choses qui ont été intéressantes dans les dernières semaines, même si en tant que tel, le Canadien ne joue plus. Ben, vous savez quoi, la LNH continue de jouer. Il y a eu un championnat du monde aussi. Entre autres, on a un joueur du Canadien qui a réussi à se démarquer au niveau international. Avant toute chose, je tiens absolument à vous mentionner que l'épisode va être disponible en rediffusion ce samedi matin, donc que ce soit sur Spotify ou YouTube, si jamais vous voulez voir la rediffusion. Également, vous pouvez vous abonner à nos différentes plateformes. On est actif aussi sur TikTok et Twitter, en plus de Spotify et YouTube, et bien entendu, Facebook où vous êtes en ce moment. Alors, on a eu dans la dernière semaine, entre autres, le championnat du monde, dans les dernières semaines, et on a aussi le début des finales de conférence. Alors, on va discuter un peu de ça aujourd'hui avec notre collaborateur Sam, le gérant d'estrade, qui est avec nous ce soir. Sam, comment ça va? Ça va bien, toi? Sam, d'entrée de jeu, il faut que je te dise, j'adore ton jersey. Très beau jersey, man. Merci. Go Avalanche. Et ouais, c'est ça. Là, je sens que tu as comme un certain parti pris, toi, par rapport à la conférence de l'Ouest. Absolument. Mais j'ai un jet des Rangers puis du Lightning aussi. Fait que j'ai tout plein de jets dans ma collection. Mais j'aime beaucoup Karl Makar. C'est un de mes joueurs préférés. Fait que l'Avalanche, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné. Puis les anciens Nordiques, il y a tout le temps quelque chose avec l'Avalanche qui reste, on dirait. Puis je vais juste une petite anecdote là, avant qu'on introduise l'autre personne. Mais j'ai passé à ça, de mettre mon t-shirt des Nordiques, parce que je savais que tu étais sur le choix. J'aurais dû. Toi, tu veux mes Coyotes à Québec. Là, je suis comme, j'aurais dû mettre mon chandail des Nordiques, mais en même temps, je me suis dit, tu sais, j'ai un t-shirt Hockey Fan 514, c'est la première fois que je peux le porter. On va le faire. Ouais, une autre fois. Et voilà. Et sinon, ce soir, on a aussi avec nous notre collaborateur, dis-je bien, du alacoupe.ca. C'est lui qui a fait le survol de la série de la conférence de l'Ouest, donc il a été vraiment d'une manière très exhaustive. Fait, il va pouvoir nous analyser tout ça. Émile Beausoleil est avec nous. Émile, comment ça va? Bonjour, ça va bien, les gars? Yes, ça va très bien. Ben d'abord, Émile, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Toi, tu as fait le survol de la série de la conférence de l'Ouest. On va en parler un petit peu plus tard, mais tu as fait un beau travail de recherche au Denver. Okay, on a un petit peu ici. Tu as fait un beau travail de recherche. Puis toi aussi, tu as mis l'Avalanche gagnant. Là, fait que... Oui, ben j'ai fait mes recherches. J'ai écouté tous les matchs depuis le début des séries. Fait que ça aide. Puis l'Avalanche, d'après moi, c'est pour la Coupe cette année. Si ils passent, t'aimes pas, mais je pense qu'on a une bonne série, 2 bonnes séries, mais l'Avalanche, c'est dur à battre. Là. Puis ça, on va avoir la chance d'en parler. On va commencer avec le championnat du monde plus. On va avoir la chance de parler un peu plus de la série et d'un certain hors-jeu aussi. Là, ça a été assez polémique, mettons. Est-ce que les deux, vous avez eu la chance de regarder un peu le championnat du monde? Oui. Mais vas-y, Emile. Par-ci, par-là, mettons. OK. Puis toi, Sam? Tous les matchs étaient présentés à TSN, fait que j'en ai profité un peu pour regarder surtout les matchs à Slovaquie pour Slavkovski parce que je voulais le voir en action avec des hommes. J'ai pas regardé beaucoup de matchs de lui dans la ligue de la saison, dans le fond.
Puis j'ai regardé les matchs du Canada aussi parce qu'il y avait 2 joueurs des Jackets qui étaient là. Puis Canada, ben, c'est notre équipe. Fait que, mais j'ai regardé des matchs, mais pas toutes. J'ai pas tous les matchs. Là. Je pense que c'est impossible. OK, puis j'ai une petite question pour toi. Tu as l'air d'aimer Slavkovski, excuse-moi si je dis mal son nom. Là, on a su que Kent Hughes a rencontré en souper Shane Wright, Logan Cooley, mais pas Slavkovski. Ouais, ben, à 6 pieds 4, 200 livres, je pense que ça coûte cher le souper. Là, fait que ils ont laissé passer. Non, mais ouais, je sais pas pourquoi, mais moi, je l'adore, Slavkovski. Là, je veux dire, c'est un joueur que j'aime, mais moi, j'aime mieux Shane Wright. Je pense que les Canadiens seraient mieux avec Shane Wright. Je le défends corps et âme, puis je comprends pas pourquoi le monde le hate. Mais moi, je le prends. Mettons que Columbus serait le premier choix, je voudrais qu'il prenne Shane Wright au lieu de Slavkovski, même si j'aime Slavkovski. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je trouve que Shane Wright, il va peut-être apporter plus à une formation globalement. Slavkovski va peut-être faire plus de points, mais Shane Wright va peut-être être plus utile au final. Okay. C'est ce que je pense, là, mais ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver. On va continuer avec ce point-là parce qu'Émile aussi, je pense que tu l'as suivi un peu, mais Nancy Carignan nous dit, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience du voyage à Columbus? Puis je pense que ça peut être vraiment intéressant, ça, parce que tu as fait un foutu de beau voyage, toi, à Columbus. Ouais, j'ai fait un beau voyage au mois de mars. J'ai été voir les Blue Jackets contre les Bruins. C'était le retrait de Rick Nash. J'ai été voir 2 matchs. 2 défaites, une en prolongation, une en fusillade, mais j'ai quand même adoré. C'est ma 2e fois à Columbus, c'était pas la première fois que j'y allais. J'étais avec ma copine, puis on a vraiment eu le temps de visiter la ville. La première fois que je suis allé, c'était vraiment, on couche là, on va voir la game, puis on s'en va à Nashville après. Là, on a resté 3 jours dans la ville, puis c'est une super belle ville, tranquille. Vraiment, ça m'a surpris l'ambiance qu'il y avait autour de l'aréna c'est sûr que c'est leur plus grosse événement, je pense, de premier gilet retiré, Rick Nash, la plus grosse vedette. Mais j'ai vraiment adoré l'expérience, c'est sûr que je vais y retourner. Mais sérieusement, l'ambiance était incroyable. Ils ont égalisé à 1 seconde de la fin. Le gars à côté de moi, je connais pas, il me saute d'un bras. Quand c'était 4-4, Voracek a shoté. Sa seule option, c'est de shotter. Dans le net, il a shoté bien rentré. Puis j'ai jamais vécu, tu sais, j'en ai vu des games de foot puis aux États-Unis dans les stades, puis j'ai jamais eu le feeling. Même quand Columbus a battu Lightning en 4, j'avais pas eu ce feeling-là. C'était incroyable. Non, mais devant mon divan, tu sais, je criais, là. Okay, mais le fait d'être sur place, c'est vraiment un feeling différent. Puis, gravé à vie dans ma mémoire, ça, c'est sûr et certain. C'est une belle expérience. Puis d'ailleurs, Nancy, si jamais tu veux voir peut-être plus en détail, il y a des photos aussi. C'est disponible sur lacoupe.ca. Sam avait fait un beau texte là-dessus. Je veux revenir sur Slavkovski. Émile, toi, est-ce que tu l'as vu un peu? Est-ce que tu es déçu de savoir que le Canadien ne veut même pas souper avec? Je l'ai vu plus au championnat du monde. Comme j'ai fait exactement la même stratégie que Sam parce que les matchs là-bas, c'est un peu dur à suivre de c'est quand, c'est où. T'sais. Fait que je suis déçu un peu du Canadien, mais en même temps, tu sais, je me dis c'est pas parce qu'il va pas souper avec que tu sais, il était peut-être occupé, je sais pas, là, tu sais, tout peut arriver. Je me dis que j'ai cet espoir-là en tête que c'est peut-être d'autres choses. Mais si, mettons, je te dis qu'il est même pas dans les plans, là, est-ce que c'est quelque chose qui te déçoit? Ou... Moi, personnellement, oui. Mais en même temps, tu sais, t'as le premier choix. J'irai avec Shane Wright aussi. Mais je suis déçu qu'on prenne pas en considération un aussi bon joueur que Slavkovski. C'est juste ça. Dites-vous bien que j'avais entendu une rumeur comme quoi le Canadien pourrait essayer de faire un échange, aller chercher le choix des Devils. Mais si vraiment il voulait le choix des Devils, d'après moi, il aurait rencontré aussi Slavkovski. Ben, c'est ça que je me dis. Mais moi, je crois pas du tout à l'affaire du Devils. Moi, je pense que les Devils vont prendre Slavkovski, premièrement, parce qu'il leur manque. Ils ont Ishier, ils ont Pizaka, puis ils ont Hughes comme centre. Ils ont Holtz comme ailier, Slavkovski avec Holtz, ça ferait. Moi, je pense que c'est écrit. Genre, c'est la seule affaire qui leur manque, c'est un gros ailier, puis il est là. À moins qu'ils prennent un défenseur aussi, là, mais ça me surprendrait. Je prendrais Slavkovski. Puis c'est 15 minutes, dans le fond, que les joueurs ont. Là. C'est seulement 15 minutes avec chaque équipe. Puis après ça, là, tu peux aller super après. C'est ça. Oui. Ouais, ben, le Canadien, je pense que les Canadiens ont rencontré en entrevue 15 minutes une affaire comme 10 ou 15 joueurs, genre. Ouais. Puis après, ils ont invité à souper 2 gars. Ben, Cooley, puis fait que c'est clairement un centre là, que le Canadien veut. Je pense que c'est aussi la faiblesse du Canadien, fait que techniquement, c'est logique. Puis Shane Wright, c'est le choix logique aussi. Fait que
Moi, Ouais, ben c'est ça. Selon la majorité des dépisteurs, il semblerait que c'est lui qu'on perçoit. Mais moi, je vais être honnête avec vous, tu sais, je connais pas beaucoup le hockey junior. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais regarder le championnat du monde junior qui s'en vient cet été. Ça va peut-être me donner une meilleure idée parce que le peu que j'avais vu de Shane Wright, c'était pas exceptionnel, là. Peut-être moi qui a pogné 2 matchs, on s'entend. C'est sûr que Shane Wright, c'est pas Connor McDavid, là. C'est pas le gars qui va faire une démontée à l'emporte-pièce. Mais moi, je le compare un peu à Patrice Bergeron. S'il devient Patrice Bergeron, ça va être incroyable. Ouais. Mais Patrice Bergeron, tu le regardes jouer, il n'y a rien d'exceptionnel dans son jeu, mais il fait tout bien. Exact. Puis je pense que Shane Wright, si tu as un gars comme Patrice Bergeron dans ton équipe, tu as un Nick Suzuki qui est plus flashy offensivement, un one-two punch dans tes centres, Shane Wright va prendre les situations défensives. Puis, mettons, Suzuki va s'occuper de l'offensive. Je pense que ça peut être excellent pour le Canadien. Puis, peut-être qu'ils vont avoir un choix de top 5 l'an prochain aussi. Ça n'a pas l'air d'être parti pour avoir une bonne saison non plus. Fait que tu peux bâtir qu'il est un excellent draft aussi l'an prochain. Et ils ont aussi un choix de première ronde plus tard. Fait que c'est pas. 26e au total, c'est vrai, ça a été confirmé. Ce choix de première ronde, ils pourraient le prendre pour aller chercher un gars, peut-être 12-13e, mettons, qui voit qu'il y a un gars qui aime beaucoup, qui glisse. Tu peux, avec des choix de deuxième, aller chercher, t'avancer. Mettons, il tripe vraiment sur un gars, puis il dit, hey, il est encore là. Je pense à Marco Kasper, qui est un Autrichien, je pense. Moi, je l'aime beaucoup, c'est un centre, puis il est très solide. Mais il y a des recruteurs qui disent qu'il va sortir 11e, il y en a qui disent qu'il va sortir 25. Fait que je sais pas si les Canadiens sont intéressés, mais moi, ça serait peut-être un gars que je targeterais. Là. Ça rentrerait probablement dans nos cages. Là. Puis, de ton côté, toi, Émile, est-ce que tu as spoté un gars qui serait de la LHGMQ qui, d'après toi, pourrait être le plus haut classé? Ou tu n'as pas de... Le plus haut classé, tu parles, mettons... qui sortirait probablement en premier dans la LHGMQ. Parce que moi, j'ai vu un nom qui est un gars qui s'appelle Savoie. Oh, Mathieu Savoie, lui, dans la WHL. Hein? Fait que ça veut dire que j'ai aucune d'idée. Il joue avec le Ice de Winnipeg. Okay. Ouais, très bon joueur, mais pas québécois. Je dirais. OK, ça non, mais je dirais, je pense Nathan Gaucher dans le GMQ qui serait au plus haut. Okay. Ouais, Maverick Lamoureux, Nathan Gaucher, ça risque d'être là. Puis Nathan Gaucher, je l'ai vu hier en plus. Moi, dans ce qui m'intéresserait au 20. Je pense qu'on a quoi, le 27? 26. 26? Il me semble que c'est 26. Ça serait Tristan Luneau, peut-être en défense, qui serait très intéressant. Mais encore là, on a-tu vraiment besoin d'un défenseur? Coup-ci, coup-ça. Mais pour les Québécois, je pense que Nathan Gaucher à l'attaque, si on peut aller chercher un choix, ou moi, je serais aux anges. C'est un centre en plus. Fait que, puis c'est un Québécois, c'est sûr que ça serait bon. Tu drafts Slavkowski, tu vas chercher un choix, et tu ramasses Nathan Gaucher. On a notre centre, notre allié. Mais c'est ça, hier, j'ai été voir les remparts, justement. Puis Nathan Gaucher, c'est un des gars avec Théo Rochette qui ressortait le plus. Puis le gars que j'ai moins vu sur la glace, c'est Zachary Bolduc, qui est déjà repêché en première ronde par les Blues. J'étais avec un de mes amis, puis on comprenait pas que, tu sais, j'ai pas regardé beaucoup de games des remparts, mais en tout cas, je sais pas si c'était une mauvaise game de lui, mais c'était ordinaire pour un gars d'un shot de première ronde. Là, mais Théo Rochette, c'est une situation que je trouve bizarre. Il a glissé au draft pendant 2 ans. Ouais, il n'a pas été repêché. Non, pas du tout. Mais pourtant, je pense qu'il va avoir une invitation quelque part parce qu'il a eu une excellente saison. Mais il a déjà un contrat en Suisse l'année prochaine, lui. Puis il peut quand même revenir avec les remparts. Fait que je ne sais pas ce qu'il va décider. Ouais, parce qu'il a sa nationalité, right? Ouais, il est suisse et québécois en même temps. Ouais. OK. Là, vous m'avez perdu avec tous ces noms-là. Je suis vraiment désolé. On va retourner avec le championnat du monde si ça ne vous dérange pas. Yes. À la base, là, si mettons le championnat du monde commençait, est-ce que vous aviez vu la Finlande gagner l'or? Au début? Oui, avant que ça commence. Est-ce que ça faisait partie de vos favoris, ça? Ben, je pense que la Finlande, depuis 5-6 ans, sont une puissance mondiale, autant que la Russie, les États-Unis, le Canada, ainsi que la Suède. Tu sais, je pense qu'il y a 5-6 pays qui peuvent gagner. Mais au début du championnat du monde, c'est dur, ce championnat-là, parce qu'il y a des joueurs qui se greffent aux équipes. Il y en a qui a des blessures. Fait que... Puis l'équipe finlandaise était vraiment méconnue. Là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent en national à part Armia, Granlund. Puis il y a eu Lindell puis Eskainen qui sont greffés, eux autres. Mais sinon, c'est tous des gars qui jouent en Suède, en Europe. Okay. Puis
Je sais pas si ça aurait été ma favorite. C'est sûr que le Canada, je pensais qu'elle allait peut-être gagner. Mais tu sais, ils ont passé proche, là, je veux dire. Ouais, Ça, mais quand je regardais les line-up quand ils sont sortis, au début, toutes les line-up sont sortis, je me disais le Canada, c'est haut la main la meilleure équipe. Puis finalement. Ben, la faiblesse, c'est d'un but, puis Ouais. ben là, c'est sûr que là, ça s'est mal fini. Là. Moi, je l'ai encore sur le cœur. Mais quand j'en parle, je me fâche encore. Fait que, mais je pense qu'il aurait dû gagner ce match-là si les officiels avaient arbitré sur le sens du monde. Le Canada serait encore sorti avec l'or, je pense. OK, fait qu'on posera pas de question à savoir si elle avait été impartiale, le fameux 2 minutes pour... Non. On n'en parlera pas. Ah, puis il y a eu la punition en prolongation aussi. C'était plein d'affaires. Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui se sont plaints de l'arbitrage pour ce qui est du dernier match. Fait que je sais pas, moi, j'ai pas regardé le match. J'ai aucune idée de quoi ça avait l'air. Mais j'ai vu, entre autres, un bâton dans le visage que, dans le fond, c'est son propre bâton qui l'a frappé. Puis, ouais, c'est ça. Sillinger a levé le bâton à Scannon. Il a reçu son bâton dans la face. Ils ont donné un 2 minutes de bâton élevé. Puis là, il pouvait pas aller voir la reprise parce qu'il n'y avait pas de sang. Mais tu sais, le but, c'est pas d'avoir du sang, c'est d'avoir le bon call. Puis là, ils ont scoré là-dessus 5 contre 3. Le gardien du Canada s'est blessé sa séquence. Fait que s'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de but. Puis ils ont scoré les 2 fois sur le powerplay. Fait qu'ils ont, ça aurait resté 1-0 Canada probablement. Là, le Canada, c'était 3-1. Ils ont réussi à remonter. Punition en Chabot en prolongation. Le gars clairement plongé. Puis il score en prolongation en powerplay. Puis j'étais hors de moi. OK. Puis toi, Émile, as-tu eu la chance de regarder ce match de médaille d'or-là? Oui, mais j'avais pas des aussi grandes opinions. Ah, OK. Non, mais c'est de l'arbitrage. On est là-bas. Je pense que c'était clair qu'on n'aurait pas le dessus là-dessus, mais je pense que c'était pas une performance exceptionnelle du Canada non plus. On aurait pu mieux faire ça. Si on parle des 2 premières périodes où il y avait moyen de faire mieux. Fait que je pense que sincèrement, on se l'est fait arracher, mais en même temps, on n'aurait pas dû avoir à se la faire arracher. On aurait dû l'avoir un peu plus facile. C'est pas mal le point que je vais souvent amener là, quand ta victoire elle dépend d'un appel d'arbitre. Parce qu'en quelque part, tu mérites saut. Sauf que là, c'était 2. Oui, j'ai cru comprendre ça. Mais tu sais, c'est un peu comme à l'époque, quand il y avait eu la série entre les Sharks et les Golden Knights. Ouais, oui, la punition, ouais. Une punition qui a été, je pense, c'était un 5 minutes, quelque chose. En tout cas, ça avait été une longue punition qui avait coûté comme 4 ou 5 buts. Là, ça a été ridicule. Mais en même temps, si t'es pas capable de résister. C'était Cody Eakin contre Joe Pavelski, un double check d'en face. Il avait comme donné un. Ben, je pense qu'il était comme parti en civière ou je sais pas trop. Ils punissent souvent la conséquence et non le geste. Là. Quand ils voient que le gars est blessé vraiment, ils vont donner 5 minutes. Parce qu'ils disent, écrivent, le gars il est sans connaissance. Mais tu sais, il y a des joueurs comme Yoyar Carré, il jouait pour les Hallers. Lui, je pense qu'il y a une pichinotte sur le côté de la tête puis il tombe sans connaissance. Fait que, tu sais, il y a des joueurs qui sont fragiles. Des fois, c'est pas parce que le coup il est si violent, c'est juste qu'ils sont fragiles qui font que ça fait une commotion cérébrale. Celui des Oilers que tu me parles, je me rappelle qu'à un moment donné, il y a juste une collision. C'est Romanov, oui, en plein milieu de la glace. Il était comme tout étourdi. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que je dis ça, là, mais ça me sautait aux yeux. Ouais. Là, on a quelqu'un ici qui nous propose Maverick Lamoureux. Je le connais pas. Est-ce que tu connais, Émile? Oui. Grand défenseur. 6 pieds 8, je pense. Ouais, il est en haut de 6 pieds 6. Ouais. Non, c'est un... Puis sérieusement, il bouge bien à rondelle. Bon défenseur dans sa zone, dans zone offensive, menaçant quand même. C'est sûr qu'il est moins mobile que du monde à 6 pieds, là, mais... c'est sûr que tu peux pas être Cal McCarr à 6 pieds 8, je pense. Si tu l'es... tu vas tuer du monde. Non, mais je pense que ça serait un bon choix. Un Québécois encore. J'aimerais ça qu'on repêche un Québécois, mais... le 26e, il va y avoir les gars de la LHMQ québécois sont classés entre 25 et 35, mettons. Fait il va y avoir des choix. Mais, tu sais, s'il y en a un qui a glissé quelque part, genre, je pense à Ivan Miroshnichenko, le russe, que lui, il a un syndrome de Hodgkin, je sais pas trop c'est quoi, mais il est en rémission, mais il a pas joué de l'année, mais lui, il était classé top 5. Mais, tu sais, on n'a pas le dossier médical, les équipes vont l'avoir, fait qu'ils vont savoir, là, mais si ce gars-là est disponible 27e, même s'il y a 3 Québécois, je prends lui. Tu sais, ce gars-là, le potentiel d'être un genre top 6. Là. Mais tu sais, ça, on n'a pas les listes, je suis pas scout, mais si ce gars-là est disponible 27, je le prends.
À date, sur les listes, en moyenne, il a glissé entre 27 et 32. Ah ouais? Ah, fait qu'il tombe dans ton gauge. Dans le gauge canadien, ouais. Ouais, ça Direct pourrait être dedans. un bon choix. Tu sais, je ne prône pas repêcher seulement québécois. Je prône vraiment le meilleur disponible, mais si tu as le choix entre deux gars qui sont à part égale, je vois pas pourquoi on ne prendrait pas un gars québécois. Ben, en fait, moi, je posais la question surtout en lien avec peut-être les performances de la LHJMQ, comment est-ce qu'ils sont capables de placer leurs gars. C'est difficile dans les dernières années au niveau de Hockey Québec. Fait, j'ai l'impression que les joueurs qui sortent de la LHJMQ et qui s'en viennent au draft sont soit vraiment, on les voit comme des exceptionnels, ou c'est vraiment fin de première ronde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un genre de choix top 5 ou top 10, tu sais, qu'on est comme... Pierre-Luc Dubois, je pense, c'est le dernier. C'est ça. Tu sais, Pierre-Luc Dubois, on se disait pas va être une superstar, mais on se disait c'est sûr que c'est un choix top 5, c'était une valeur sûre. Mais ça fait longtemps, je trouve, qu'on n'a pas eu ça. Dernièrement, c'était Lafrenière, mais Lafrenière, là, ça va bien, on va en parler tantôt, mais. Ouais. C'est ça. Il y a eu une longue hésitation. Ouais. OK. Ben écoute, niveau du championnat du monde junior, là, j'ai une question. Junior, championnat du monde, point. J'ai une question pour vous. Là. On a vu Joel Armia que ça l'a quand même plutôt bien été. Est-ce que vous pensez que pour Joel Armia, ça peut devenir être intéressant à ce moment-là pour le Canadien de voir si on peut le bouger parce que sa valeur augmente? Ben, si un DG se fie sur 7-8 games de championnat du monde pour une valeur d'un joueur, je pense qu'il devrait perdre sa job. Parce que tu peux pas juste... C'est sur un ensemble de saisons, sur un ensemble, parce que les gars qui ont des séquences des fois, 7-8 games, ils font des buts. Armia, on l'a vu cette année, il était pas là. Là, il arrive, puis c'est sûr que les gars Européens, des fois, là, ils jouent pour leur pays, ils se donnent plus que quand ils jouent dans leur saison. Parce que je sais pas, c'est comme sacré. Là. On dirait que les autres, là, c'est vraiment. Même les partisans sont fous raides, là, ça chante puis tout. Nous autres, c'est pas comme ça qu'on voit ça. Mais représenter ton pays, je pense, c'est tout le temps tu représentes tes amis, ta famille en même temps. Là. Puis moi, je pense pas que la valeur d'Armia a augmenté. Là. Parce que si elle a augmenté, Kentios, il faut qu'il la change tout de suite. Là. Non, mais en fait, moi, mon point va être surtout, c'est peut-être aussi comment il était placé dans l'équipe. Est-ce qu'il y avait plus de responsabilités? Est-ce qu'il y avait plus de temps de qualité? Ben, c'est clair qu'il y avait plus de temps de qualité. Il est juste sur le powerplay. Puis Armia, c'est un gars qui a un bon shot. Là. C'est un gars qui est un power forward, mais tu sais que des fois, tu sais, genre Chris, you le power dans le forward là-dedans. Là. Tu sais, il y a des games, des fois, ça ne tente pas. Ouais. C'est pas pour rien que c'est un shot de première ronde, ce gars-là. Là. Mais tu sais, les Sabres l'ont pas voulu. Après ça, les Jets l'ont pas voulu. Le Canadien pogné avec. Mais pogné, c'est un gros mot. Ben, son salaire, oui, on n'aurait pas dû le payer ce prix-là, mais sérieusement, Armia, c'est un bon joueur. Il fait sa job, il est gros, il amène du physique. Ça, c'est vrai que c'est une game sur 8, là. Mais, je sais pas, je trouve que ça aide de l'avoir des fois. On regarde en série l'an passé, la ligne avec Stahl et Perry. C'est des je sais pas, je trouve qu'il amenait quelque chose, mais ça s'en va de pire en pire. Fait que si on peut l'échanger après une performance de même, moi, je suis 100% partant. Je pense quand même que, en termes de possession de rondelles, il reste quand même un des bons joueurs chez les Canadiens. T'as pas. Il est dur à l'enlever là pas quand il l'a, mais c'est quand il l'a. Ouais. Mais comme Émile a dit, quand il joue avec des gars comme Perry, Stahl qui sont plus lents, ils suivent. Il faut qu'ils jouent un système de jeu, ces gars-là. Ils peuvent pas faire de la fantaisie comme Nick Suzuki va le faire ou Cole Caulfield. C'est vraiment. Pitch ça dans le fond, on va aller travailler, puis à un moment donné, une heure va tourner sur le bord du net, puis c'est là qu'ils marquent leur but. Ouais. Mais on a vu un autre Armia dans le championnat du monde. C'était vraiment. C'était free for all, c'était beau à voir. Là, semble-t-il qu'on a une question juste pour toi, Sam. Fait que si jamais il y a une équipe qui... C'est mon meilleur chum qui la pose, en plus. Ah, OK, pour ça. Mais, ouais, je vais continuer à prendre pour Columbus pareil, mais c'est sûr que je te dirais que peut-être que ma deuxième équipe préférée va être Québec, là. Mais c'est sûr que je ne laisserai pas tomber Blue Jackets. À moins qu'il signe Evander Kane ou un joueur avec un scandale, là, ça se peut que je débarque. Ouh! Fait que tu serais prête à laisser tomber ton équipe si jamais il y a un gars que tu n'aimes vraiment pas qui se ramasse là? Ben, un gars que j'aime vraiment pas, ça dépend si, mettons, je sais pas, là. Des gars que j'aime vraiment pas, c'est parce qu'Evander Kane, j'aime pas
ce qu'on entend de lui puis ce qu'il a fait dans sa vie. Je trouve qu'il a eu genre 8 chances, puis là, il est adulé comme si c'était un héros, mais Criff, le gars, il est avec sa femme, je sais pas, on a entendu des histoires, je sais que elle est peut-être sûrement pas parfaite, là, mais ce qu'on a entendu, c'est pas beau, puis le gars, il joue au hockey, puis s'il serait dans la société, probablement qu'il serait genre en dedans, ou je sais pas trop, avec des promesses, mais là, il y a de l'argent, puis ben, il y a de l'argent, je sais pas si c'est lui qui a de l'argent. Il me semble qu'il a fait de banque. Ouais, mais en tout cas, c'est pour ça que je l'aime pas, mais mettons que Columbus viendrait à signer Evander Kane, je reconsidérais mon fanatisme envers cette équipe-là. C'est pour ça que je dis que j'aime pas les Oilers, mais ce que j'aime pas des Oilers, c'est ce qu'ils ont fait. Là. C'est pas les McDavid, Draisaitl que j'aime pas. C'est le fait que, tu sais, je sais pas, il y a des femmes qui habitent Edmonton qui sont fans des Oilers. Tu sais, comment ils voient ça, eux autres, s'ils ont déjà vécu de la violence conjugale, les autres, ils savent c'est quoi, puis tu sais, lui, il est comme là, puis il score des buts, fait qu'il a le droit, il est hot. C'est ça que j'aime pas. Je t'avoue que, ben là, c'est pas en lien avec Evander Kane, mais Logan Mailloux, quand on l'avait repêché, ouais. j'ai parlé, tu sais, c'est des filles féministes qui connaissent pas le hockey. Fait que j'aurais posé la question, tu sais, comment tu te sens par rapport à l'organisation et tout ça. Puis en gros, ce qu'il me disait pas mal tout, c'est comme si on banalisait les actes qu'il avait faits dans le fait de le repêcher. Genre. Ouais, mais Logan Mailloux, par contre, j'ai peut-être été dur envers lui. Parce que, tu sais, je dis pas que je banalise pas ce qu'il a fait, mais il a payé pour, puis je pense qu'il a droit à sa deuxième chance. Là. Mais c'est parce qu'Evander Kane, on est rendu à sa 86e. Ouais. C'est pas le même scénario. C'est ça l'affaire. Mais Emile, tu voulais dire de quoi? Là? Ouais, mais Logan Mailloux, c'est... Je sais pas, c'est lequel qui a dit ça à RDS aujourd'hui ou hier, je pense... En tout cas, il y a un analyste qui a dit, tu sais, qu'il était temps de donner sa deuxième chance. Ça fait 2 ans qu'il poirote à pas savoir c'est quoi son avenir. Tu sais, le gars, il est étiqueté comme ça. Puis même où ce qu'il joue en ce moment, je suis pas mal sûr qu'il y a certains fans qui sont pas contents, tu sais, fait que ça va jamais plaire à tout le monde. Je banalise pas son geste, vraiment pas. Ça me plaît pas ce qu'il a fait, puis ça me plaira jamais. Mais je pense que tu as droit à une deuxième chance dans la vie, j'imagine. Moi, je pense que l'erreur là-dedans, c'est oui, le Mailloux, mais le Canadien aussi, le fait de le repêcher quand il voulait pas se faire repêcher, je pense que s'il avait pas été repêché, je pense que l'histoire aurait tombé. Il aurait peut-être été repêché cette année. Mais peut-être pas à Montréal. Là. Mettons, Montréal, il serait revenu pareil. Mais le fait qu'il soit repêché, la journée avant, il dit « Je veux pas être repêché ». Il le repêche en première ronde. Je pense que ça a mis de l'huile sur le feu pour rien. Puis à Montréal, ça prend pas grand-chose pour que ça brûle. Je tiens à dire, je voulais pas faire le procès de Logan Mailloux. Je sais. J'avais parlé à des filles féministes de son cas à lui, mais je voulais juste faire le lien avec Kane, parce que là, on sort de mon lien. Ouais, c'est ça. Ben, des fois, ça va loin, mais c'est pour répondre à la question d'être fan de Columbus s'il y a une équipe à Québec. Oui, mais c'est sûr que je vais suivre l'équipe de Québec. Là. Je veux dire, ça à 45 minutes de chez nous. C'est clair. All right, les boys, on y va-tu avec les finales de conférence? Peu bien. Écoute, là, on vient de parler de vas-y. Ben, juste pour revenir sur le junior et les jeunes, la Coupe Memorial cette année, là, les All Kings Edmonton risquent d'être là. C'est probablement l'équipe qui va. D'après moi, ils n'ont aucune chance de perdre. Là. La Coupe Memorial, ben, c'est Caden Goulet qui est là. Il joue pour l'équipe. Fait que si les fans du CH qui veulent regarder Caden Goulet, qui n'ont jamais vu, ça va être à RDS ou à TVA Sport, je sais pas. Là. Mais ils sont en finale présentement, là, mais je pense qu'ils ont perdu une game en série à date. Fait que c'est une équipe boostée complètement. Puis, là, mais pour les fans des Coyotes, il y a Dylan Ganter qui est là aussi. Eh oui. Je le connais, lui. Eh oui. Fait que Yves, tu vas pouvoir voir Goulet et Ganter. À la Coupe Memorial. À la Coupe Memorial. Ben, à moins qu'il l'échappe, là, mais ça me surprendrait. OK. Ben, écoute, effectivement, déjà, Goulet, le peu que j'avais vu en training camp, j'avais adoré. Il est mature. On y va avec la finale de la conférence de l'Ouest. Émile, c'est toi qui as fait l'analyse de ça pour à la coupe.ca. On a les Oilers d'Edmonton qui vont. Les Oilers sont-ils au-dessus ou en dessous? Les favoris, c'est l'Avalanche. L'Avalanche. OK. Fait qu'on va y aller avec Avalanche Oilers. La raison pour laquelle j'aimais là, c'est parce que, bien entendu, je vais vous demander vos prédictions en lien avec la série. Mais on va commencer par Émile. Tu as fait un survol de cette série-là. Qu'est-ce que ça te dit comme genre de série? Et entre autres, après un premier match assez fou, on va se le dire. Ben, c'est à l'image de ce que je pensais qu'elle arrivait. Ouais, je l'ai décrit dans mon texte. C'est pas de défense, all offense. Écoute, si tu as la chance d'aller
en attaque, vas-y. Puis si on se ramasse à un défenseur puis pas de gardien, ça va être beau. Écoute, c'est deux équipes qui prônent pas le jeu défensif. C'est pas grave, c'est deux équipes comme ça, fait que c'est tant mieux. On va avoir des buts à profusion. Regardez ça, sérieusement, c'est malade là, comme série. Comme dans le temps. Je suis pas sûr. C'est vraiment une série qui est très ouverte et au niveau offensif, c'est la force de frappe. Tu as 3 des meilleurs joueurs au monde sur la même glace. Premièrement, juste ça me donne envie de regarder le match. Puis là, en plus, tu as 2 gardiens pas bons. Fait que, tu sais, ça fait des buts, tout ça. Là. Puis en plus, sauf erreur de ma part, je pense qu'ils ont confirmé que Camper, il n'est pas là à soir. Non, il n'est pas là à soir. Francis qui va être gardien. Toi, Sam, ton feeling que tu as par rapport à cette série-là, là, on s'entend que c'est une série de vedettes. Là. Je pensais que ça allait être offensif. 8-6, c'est quand même. ça fait 1975 là, comme score de demi-finale, mais c'est bon pour le hockey, je veux dire. Qui n'a pas aimé ça, là, ce game-là? À part les fans des Oilers qui n'ont pas aimé ça parce qu'ils ont perdu. Là. Mais c'est que l'Avalanche soit capable de jouer un style plus défensif. Contre Saint-Louis, c'était plus serré, mais les Oilers, le fait que c'est McDavid, Draisaitl, on dirait que ça ouvre le jeu. L'Avalanche dit fuck off. On ouvre le jeu, on est capable de scorer une autre aussi. Puis, non, c'est du bonbon. Puis j'espère que ça va continuer. On a une game de jouer, mais j'avais dit en 5, là, mais j'espère que ça va lancer 107 juste pour qu'on ait plus de hockey. Tant que l'Avalanche gagne. Je suis content. Écoutez, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'en quelque part, on ne peut pas juste prôner une seule équipe, mais je pense que les Flames ont essayé de jouer cette game-là de jeu ouvert contre les Oilers, puis ils se sont fait pogner à leur propre jeu parce que les Flames, en saison régulière, ils n'étaient pas tant mauvais défensivement, là, mais quasi-bois. Puis surtout le gardien, il était solide en saison régulière. Bref, on a à peu près tout le monde du même bord. Là. Ouais. Sam, tu me dis en 6 ou en 6? J'ai dit en 5. En 5, on le voit pas pantoute. Hein? Ah, OK. Puis on le voit. Ouais. Je vais y aller. Avalanche en 7. Oh! On y va avec une longue série. Il en veut 7. C'est parce que oui, j'en veux 7, puis Connor McDavid va en forcer 7. Oh. Tu dis Connor McDavid, mais ceci étant dit, je veux dire, vous le connaissez sûrement un peu, Evan Bouchard, il n'est pas vieux, là, puis il y a des très bonnes séries jusqu'à date. Pour un défenseur, honnêtement, moi, je suis assez surpris. Puis sinon, Evander King, qui aime pas, je veux dire, il y a des bonnes séries en ce moment. Si je ne fais pas erreur, il fait partie des meilleurs buteurs entre les deux équipes. Là. Ouais, je pense qu'il était en voie de battre un record pour le nombre de buts dans des séries au complet, là, global. Mais comme je dis, j'enlève rien au gars. Là. Le talent est là. Puis, qu'on l'aime ou qu'on l'aime. aussi, là, Toronto, je sais pas comment ils se sentent. Là. Je pense que c'est un gars de playoff, ça. Ils ont laissé passer, puis ils ont vraiment 2 lignes. Avant, il y avait une ligne là, avec Kane puis Hyman. Ça fait 2 lignes avec Nugent Hopkins. Draisaitl est blessé, mais il est incroyable pareil. Là. Le gars a une vision de jeu incroyable. Puis McDavid, sérieux, ça n'a pas de classe, comment il est fort. Anthony Saint-Amand, qui est chroniqueur pour nous à la Coupe.ca, il nous dit les Flames n'ont pas une si bonne force de frappe que le Colorado. Les Flames ne pouvaient pas jouer le même style de jeu. Et écoute, je suis 100% d'accord avec toi, mais ils ont quand même marqué beaucoup de buts, les Flames. C'était quand même pas mauvais. Là. Vas-y. En saison, les Flames, il y avait une très bonne force de frappe. C'est juste, je pense qu'ils n'ont pas des joueurs qui sont faits pour jouer la bataille de l'Alberta à son comble. Johnny Gaudreau, on dirait que ça marchait quand ça marchait, mais quand on sortait les épaules, ça ne tentait plus trop. Lindholm n'a pas été le Lindholm qu'on... Cette saison, ça a été malade, puis là, finalement, ça n'a pas marché. Markstrom a été la raison ça a été cette défaite-là, je pense. Puis, tu sais, un point que je vais vous proposer, c'est que souvent, on dit c'est l'équipe qui va amener à jouer l'autre équipe son style qui va avoir le dessus. Puis, les Flames ont comme accepté de jouer un style très ouvert. Puis, je pense que ça a été à la perte. Tu joues pas avec ça. Là, le fameux... un autre de mes amis. Ouais. Mais en même temps, on s'entend que le fameux hors-jeu... Bon, gars, Sam, on va pas commencer avec toi, même s'il veut que je te pose la question. On va commencer avec Émile. OK, Émile, tu as vu la séquence, c'est sûr, tout le monde l'a vu. Là. Comment tu files? Moi, je vais être honnête, 100% honnête avec vous, j'ai appris des choses par rapport au règlement. Parce que j'avoue que pour moi, c'était offside à fond la caisse. J'ai appris des choses. Émile, vas-y. Personnellement, avec les angles qu'ils ont donnés, ça faisait un peu... puis ça à glace, j'aurais dit offside, no goal. Mais quand tu as les angles de vidéo, tu vois très bien que c'est
c'est un but. Là. Je veux dire, oui, Makar a pas fait exprès de perdre la rondelle. Je veux dire, c'est pas un magicien non plus. Là. Il est excellent, mais c'était pas voulu. Mais en même temps, on joue pas pour l'intention, on joue pour ce qu'il a fait. Puis il a pas touché la rondelle. C'est un hors-jeu à retardement. S'il était resté en dehors de la zone, puis qu'il avait attendu que Nichushkin sorte, puis que la POC était dans la zone, on n'aurait rien dit. Mais là, vu qu'il est rentré, puis que c'était un peu serré. Tu sais, quand tu regardes. Oui, c'était serré pas mal, mais quand tu regardes la reprise vidéo, pour vrai, il n'y a pas de doute si tu as la bonne angle. Mais dans les angles qu'ils ont donné, pour de vrai, c'est vrai que c'est. Puis ça à glace, j'aurais dit no goal, sincèrement. Là, ça avait l'air tellement. Ouais, c'est ça. Ça avait l'air même pas serré. Ça avait l'air d'un offside de 10 pieds, mais finalement, quand tu regardes ça. Puis je pense qu'avec tous les angles qui sont. Maintenant, on ne peut plus chialer ces décisions comme ça. Oui, il y en a qui sont controversées. Je pense que Sam, il en a beaucoup sur le cœur. Mais celle-là, je pense qu'elle était bon. Fait que, Sam, je ne sais pas si je vais aller dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais là, on parle ici de il a poussé la rondelle dans la zone. C'est pas considéré comme étant en possession. Ben, c'est que c'est le règlement qui est mal fait. Parce que sur le règlement, il est écrit que, dans le fond, si le joueur pousse la rondelle et il ne touche pas, c'est un hors-jeu retardement. Ben, le règlement a été appliqué parce qu'il n'y a pas de touché à la rondelle. Mais la zone grise, c'est que le gars est en possession de la rondelle. Tu sais, si c'est arrivé contre les Canadiens, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était contre Edmonton, Toronto. C'est Gallagher, c'était l'année passée. Là, tout le monde disait no goal, puis finalement, le but. Puis après ça, c'est là que j'ai appris ce règlement-là. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pas regardé le match le lundi ou mardi, je travaillais, mais plein de monde m'envoyait ça. Hey, Gusti, c'est hors-jeu, ça? Là, j'étais genre, ben oui, là, la photo est hors-jeu, mais là, je comprenais pas après ça que j'ai pas vu la séquence, mais là, après ça, j'ai lu, puis Tim Peel, qui est beaucoup actif sur Twitter, il est un ancien arbitre, puis il dit que le call était bon, c'était un bon but parce que le règlement, c'est ça. Là, il faudrait qu'il change le règlement pour dire si le joueur est en possession de rondelle, ça compte pas le hors-jeu retardement. Comme Émile a dit, il faut que le gars, maintenant, il pousse la rondelle, là, il attend que le gars sorte. Ouais. Là, il a juste été chanceux qu'il poussait à la POC, puis la POC, c'est comme. Mais le règlement est appliqué. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est bizarre. Là. C'est une zone grise. Ouais. Mais tu sais, il n'a pas touché à la POC, mais Colin, c'est pas voulu. T'sais, non, c'est ça. Il l'avait à possession. Tu me demandes, il l'avait à possession. Parce qu'aussitôt que Shushkin est sorti, il a repris possession. C'est pas voulu, là, à la vitesse que ça va, là, surtout que Makar va. Là. Vraiment, c'était pas voulu, mais sur papier, noir sur blanc, le règlement est appliqué à la lettre. Exact. Sauf que là, au super ralenti, de même, il faut qu'il change le règlement, mais ça prend souvent une situation comme ça pour qu'il puisse changer le règlement. Puis là, comme Yann dit, aux prochaines réunions des DG, le DG des Oilers va sûrement demander que ça change. Mais peu importe pour qui tu prends, fan des Oilers ou fan de n'importe quoi, le règlement est appliqué, le but est bon selon le règlement parce que le règlement est mal fait. Mais là, il faut que ça change parce que j'ai haï les Oilers, comme j'ai dit plus tôt, mais si je me mets à la place d'un fan des Oilers, je serais en tabarnouche. Ouais. C'est vraiment plate, mais noir sur blanc, si tu trouves le livre des règlements, c'est correct. Puis, ben là, écoute, moi, malheureusement, je me souviens pas de mon exemple précisément. Fait que je peux pas vous dire, mais je me souviens, c'était un match des Coyotes. Mais à un moment donné, un joueur des Coyotes il avait fait dévier la rondelle vers son patin, puis il était rentré en zone. Il avait considéré que même s'il touchait pas à la rondelle, il était en possession de la rondelle parce que c'est lui qui chip la rondelle puis qui l'amène vers son patin. Ouais. Tandis que là, dans le cas de Cal McCarr, à mon sens, il pousse la rondelle. Ouais, il s'en va avec. Il oui. Donc, honnêtement, autant... On dirait qu'il considère ça, vu que c'est une feinte, tu sais, que le joueur des Coyotes a fait dans ce moment-là. J'imagine que c'était une feinte qu'il voulait faire. Fait que vu qu'il était en train de faire sa feinte, mais qu'il ne touchait pas, il avait le contrôle, tandis que Cal McCarr la pousse, pas clair, mais il a le contrôle aussi. C'était réception de passe, en fait. C'est une passe qu'il avait reçue, puis il avait chippé la rondelle vers lui. Fait qu'il considérait que c'était sa réception de passe qui était en possession. Tandis que là, ben lui. Oui, c'est ça. Là, après ça, ça va être la possession. Mais comme les deux exemples, le but du Canadien, c'était vraiment genre Tatar, il avait poussé à la POC avant que le joueur sorte, mais il n'avait pas touché avant. Tu as vraiment vu Dano sortir, puis après ça, il était allé. Et moi, j'étais genre la POC, il est rentré avant, mais c'est vrai que c'était comme un hors-jeu retardement. Mais ça, c'était pas ça, pas en tout. Là. Mais c'est le règlement qui est mal fait. Tu sais, les arbitres, ils parlent avec la Ligue nationale, puis
Mais je pense qu'il aurait refusé le but, ça aurait fait de moins de marde qu'il l'accepte, genre. Parce que le monde aurait compris, là. Mais tu sais, je pense pas que l'Avalanche aurait chialé non plus, là. Je pense pas que l'Avalanche... je pense que l'Avalanche pensait que le but était pas bon. Moi, je suis sûr. Écoute, parce que Makar, il a pas célébré pas en tout. J'ai comme dit, il a dit, Nichushkin est offside innocent. Genre, je célébrais pas un but, là. Puis finalement. J'y vais dans le même sens qu'Émile, c'est que moi, j'ai regardé le match, puis en temps réel, avec l'angle que j'avais, pour moi, il touchait à la rondelle. Fait que pour moi, c'était clair que c'était refusé. Il y avait pas mais il y avait une caméra, genre, en arrière du but, qu'on voyait clairement que oui, je sais, la rondelle. Ben oui, c'est sûr. Mais la vraie angle du jeu, c'est. La rondelle est derrière la palette, fait que tu sais pas, ça touche pas, on n'est pas... clairement pas. Eux autres, ils ont plein d'angles, c'est sûr qu'ils ont toutes les caméras possibles. Fait que là, on va juste clearer parce que moi, j'ai pas donné ma prédiction. Moi aussi, j'y allais avec l'Avalanche, mais j'y allais avec l'Avalanche en 6. Je pense quand même qu'ils sont capables d'arracher une coupe de game, mais à mon sens, même si j'en ai déjà parlé, Mike Smith, je l'aime beaucoup. Je pense pas qu'il va être capable de faire moi, c'est la raison pour que j'ai mis en 5, c'est Mike Smith, oui, le Kemper pas là, mais Francouz, il est quand même capable de faire la job, je pense. Mais oui, McDavid, il n'y a personne qui fait la job contre lui. Fait que, mais l'Avalanche sont capables, ça, ils se disent, on va scorer plus de buts parce que Mike Smith n'est pas meilleur que notre goaler. Ouais. Puis Mike Smith, c'était pénible. Le premier match, ça n'a pas été facile. Ses stats là, dans les 3 premiers matchs des séries, c'est genre 6,7 de moyenne de buts, puis 800 à quelque. Mais il a quand même fini, tu sais. Ces séries en ce moment, il est quand même à 926 de pourcentage. Ouais, ça c'est vrai. Ça, je te l'accorde. Mais il doit gauler pas pire. À soir, c'est un statement game pour lui. Là. Si, mettons, il se fait encore péter, là, je pense que les Hallers vont commencer à se poser des questions. Puis quand tu te poses des questions, ben, c'est là que ça va pas. Ouais, puis en plus, c'est qu'ils n'ont pas un autre gardien. Au pire, un jeune gardien, tu sais, que tu sais pas, peut-être que ça va être un Connor Ingram ou un Jake Oettinger, je sais pas. Mais non, ils n'ont rien, ils ont Koskinen pour manquer ça. Non, Koskinen, c'est pire qu'un erreur par-dessus erreur, tu sais. Mets une planche de plywood avec 5 trous, là, ta gagnante, ça va être bien moins pire. Hey, Koskinen, tu veux pas l'embarquer en série, c'est clair. Non. All right. On va y aller parce que là, on est déjà rendu presque à 45 minutes. Pour ce qui est de la finale de la conférence de l'Est, on a les Rangers de New York. Et là, je tiens à mentionner un petit quelque chose anecdotique que j'ai aimé. Je ne suis vraiment pas un partisan d'Anthony D'Angelo, 0 pin bar. Puis à chaque fois qu'il touchait la rondelle au Madison Square Garden, il se faisait bouder, il se faisait huer. Et en plus, quand il y a eu une pénalité, il y avait des You Suck. J'ai aimé les fans des Rangers. OK. Maintenant, le Lightning de Tampa Bay. On y va avec cette série-là. Y a-t-il quelqu'un qui l'a analysé un peu plus? Parce que Sam, dans le fond, tantôt, lui a analysé beaucoup. Toi, vas-y. Conférence de l'Est. Moi, ça? Ouais. OK. Je pensais que tu avais dit... moi, j'avais analysé, en tout cas. C'est bon. Emile, il a analysé l'Ouest. Ouais. Ben, c'est une série qui est dure à prédire. Je pense que... Moi, j'ai mis Lightning gagnant en 6. Mais c'est vraiment dur à prédire à cause... que là, les Rangers sont comme dans un momentum incroyable, qui ont joué 2 matchs 7. Ils n'ont jamais eu plus que 2 jours de break, eux autres, depuis le début de série. Fait qu'ils sont tout le temps dedans. T'as le Lightning qui se repose depuis genre 8 jours. Moi, je pense que 8 jours à pratiquer, c'est pas bon en série, d'avoir un trop gros laps de temps sans jouer. Tandis que les Rangers, le momentum sont là. Les gars sont focus. Ils changent juste d'adversaire. Puis hier, on l'a vu. Domination complète des Rangers. Je m'attendais pas à un 6-2. Là. Tu m'avais dit que le premier match aurait fini 6-2. Vasilevski, mais moi, je pense que le Lightning va se ressaisir. Puis c'est sûr que la perte de Braden Point va faire mal, là, parce que je pense pas qu'il va revenir. Ou s'il revient, il sera pas à 100%, c'est sûr. Les Rangers me surprennent beaucoup. Je pensais pas qu'ils étaient mieux à gagner cette année. Mais Igor Shesterkin, incroyable. Incroyable. C'est le Conn Smythe, c'est sûr, si les Rangers gagnent la coupe. Ou même, on pourrait voir le Conn Smythe à un gardien... Mettons, il sauve, là, il s'en va à 6 puis il goal des games, comme Jean-Sébastien Giguère avec les Ducks. Là. Il perd la coupe, mais il gagne le Conn Smythe. Je pense que cette année, on pourrait peut-être voir ça avec Igor. Écoute, on y va. Et moi, ce que je vais te dire rapidement, c'est que j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas de complexe lors du premier match contre le Lightning de Tampa Bay. Les Rangers, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de jeunes. Puis vraiment, face à une équipe qui vient de gagner 2 coupes, 0 complexe, on joue le même style de jeu, puis crime, ça leur a apporté. Toi, Émile, qu'est-ce que tu vois dans cette finale-là? Je voyais Lightning en 5-6. Moi, je pensais que c'était dans le beurre, bye-bye les Rangers. Finalement, les jeunes, ils ont pris le dessus. Je vais mettre Lightning en 7. Ah. Je recule un peu. Tu gardes les éclairs quand même. Là. Oui. Parce que les éclairs ont plus de... Ils ont toujours un tour dans leur sac. Oui, c'est vrai, ça. C'est quand tu penses qu'ils sont vaincus. Tu sais, les Leafs, tout le monde... Ouais, exact. Les Leafs, mais non.
Mais non, c'est le Lightning que tu affrontes, c'est pas les Panthers de la Floride. Mais moi, je pense qu'on est en train de... Mais pas de série. Ouais, exact. Mais ce qui est trompeur, je pense, c'est avec le Lightning, c'est qu'ils ont tellement été faciles contre les Panthers qu'on les voit tellement bons. Mais moi, je pense que c'est tellement les Panthers qui ont été pourris que c'est pour ça que le Lightning est passé. C'est pour ça que le Lightning, sont-ils si bons que ça? Oui, ils sont bons, mais les Panthers étaient dégueulasses. C'était dégueulasse. Il n'y a aucune ambiance dans le building. C'était un concours de passes dans les powerplay. Fait que j'ai beaucoup de misère avec le Lightning, mais moi, je pense que quand même, ils ont de l'orgueil, là. Ils ont l'expérience. Vasilevski, c'est le meilleur avec Shesterkin, d'ailleurs, là. Fait que j'ai hâte de voir. J'espère que ça va être en 6 ou en 7. Là. On veut des longues séries à un moment donné, mais en tout cas, c'est un statement game hier. J'étais sans mots. Mais sérieusement, les jeunes, là, Lafrenière, Kako, c'est Colin. Je pense, sérieusement, tu vois tout le monde dire sur Internet, ça marche pas, Lafrenière. Tout le monde s'adosse à lui, puis finalement. Il joue du gros. Et sérieusement, ce gars-là en série, j'aurais jamais cru qu'il ferait ça. J'aurais cru qu'il soit peut-être même benché une game ou deux. À la fin de l'année, on commençait à avoir peur et tout ça. Là. Mais non, le Québécois qui frappe à la porte. Ça prouve une belle chose, c'est que le gars, dans le fond, c'est un gars qui est capable de jouer dans des matchs importants et ça, c'est ça que tu as besoin pour gagner une Coupe Stanley. Ouais, puis il joue physique, ça me surprend. Il est beaucoup physique, puis... Ben, tu sais, quand tu parles de jeunes, là, juste la défensive des Rangers, juste pour en revenir à jeunesse, là, il y a Justin Brown qui a genre 34 ans, qui sont allés chercher à date limite. Schneider, Fox, Lindgren, Miller. Il y a Trouba aussi, là, mais sinon, c'est tous des gars en bas de 25 ans. Là. Fait que, il y a Neil Lundqvist qui joue pas encore. Là. Tu sais, les Rangers, ça va être... Si c'est pas cette année, ça va être dans les prochaines années, puis ils vont gagner. Ça se pourrait que ce soit le prochain Lightning Tampa Bay, là, les Rangers. Ça continue, là. Moi, le point que je vais amener concernant cette série-là, puis j'y vais avec le Lightning aussi, mais ça, c'était déjà ce que j'avais initialement, le Lightning en 6. Puis le point que je vais apporter, moi, c'est surtout par rapport à l'expérience. Parce que là, du côté du Lightning de Tampa Bay, on a des excellents leaders. Quand on a un gars comme Ryan McDonough, Corey Perry dans notre équipe, je pense que c'est des gars qui sont capables de stick up la team together, puis d'être capables de faire face à une attaque qui est diversifiée, puis tout ça. Les Rangers, ce qui me fait peur un peu, c'est leur manque d'expérience. Donc, c'est à ce niveau-là où je me dis, au niveau du mental set, je donne l'avantage au Lightning de Tampa Bay. Je pense qu'ils sont capables de les sortir en 6. Je m'essaye avec ça. Mais c'est vraiment pour ce point-là, Yves, que j'avais mis Lightning en 5-6. Là. Je vois aucun... Tu sais, du côté des Rangers, je vois vraiment pas trop de leadership. Tu sais, Chris Kreider, oui. Panarin. Pas vraiment un leader. Là, c'est un excellent joueur, je le prends n'importe quand, mais c'est pas celui qui va leader ton équipe. Tu sais, Ryan Reeves, c'est leur gros leader, là, je veux dire. Ouais, c'est à ce qui paraît, Ryan Reeves dans le vestiaire, c'est quelque chose. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avais dit Lightning en 6, puis la game d'hier, je ne changerais pas ma prédiction. Là. Mais ça vient me porter un doute. Ça me met un doute. La game de demain va en dire beaucoup sur ce que le Lightning est. S'ils perdent encore 6-2 demain, là, je vais commencer à croire aux Rangers. Là, mais moi, je pense que le Lightning va gagner demain un genre de 3-1. Là. Ils vont se fermer le jeu. Mais moi, je pensais que le Lightning avait l'avantage de la glace. En plus, j'étais genre, what the fuck, c'est à New York? Mais. Oui, il me semble que. Oui, mais le Lightning, cette saison, on les pensait genre premier, mais il y a tellement eu de bonnes équipes dans l'Est que. Mais de mémoire, il me semble qu'entre les deux, c'est les victoires en. Ok, il était égal au niveau des points. Il me semble qu'en termes de points, c'est le même, mais que c'est le nombre de victoires en temps réglementaire qui a donné. Mais dans ma tête, le Lightning, c'était genre l'avantage de la glace, c'est sûr, mais finalement, c'est New York. Fait que ça peut jouer. Mais c'était ridicule. Il me semble de mémoire, là, il me semble que c'est genre 52 victoires, 51, quelque chose de même. Genre, c'est pratiquement la même affaire. Là, fait que, c'est pas nécessairement une grosse différence. Puis je tiens quand même à te rappeler une chose, Sam, c'est que Corey Perry avait pris parole alors que c'était 1-3 dans la série contre les Maple Leafs de Toronto et on a gagné. Okay, Perry peut très bien. Moi, je m'écris pas. Hein, oui, non. Vous avez gagné. Pourquoi? Ok, excuse. Mais disons que je pense, j'ai confiance au leadership, le type de leadership qu'il y a là. Ah, oui. Maintenant, pour clore le show, attends, je vais juste essayer de trouver mes petites lumières, elles sont où? Ah, la question qui tue. Sam. Oh. Vas-y. Romanov est clairement meilleur que Miller. Oh non! Oui. Ben, ça, c'est un vieux vidéo pour vrai, là, je vais le dire. Là, ça fait genre 1 an qu'il a sorti ça. Mais c'est parce que dans son vidéo, il dit que c'est une vidéo qui s'adresse à moi. Là. J'avais commenté, puis il m'avait tagué, puis il me dit que Andrew Miller n'est pas supérieur à Romanov. Puis
ce qui m'a titillé, c'est qu'il le sera jamais. Tu sais, là, il était peut-être égal il y a un an, mais j'ai regardé les Rangers beaucoup parce que moi, Panarin, ça me pèse encore là, qu'il soit parti, mais je l'aime encore, ce gars-là. Mais K'Andre Miller, il est beau. Il est beau à avoir joué. Je veux dire, il est gros, il y a de la vitesse. Tu sais, j'enlève rien à Romanov, là. Ça va être un excellent joueur. Mais K'Andre Miller, je pense que c'est comme un step de plus, niveau offensif surtout. Puis, tu sais, il y en a qui disent, K'Andre Miller, il est pas bon défensivement. Il joue 24 minutes par game, il doit être bon que défensivement, puis dans le piqué, là, je veux dire, il y a plein d'autres joueurs qui pourraient mettre, puis il joue sur le premier piqué, puis le deuxième powerplay. Mais moi, j'enlève pas dénigrer Romanov que je fais ici. C'est vraiment Miller c'est sûr que je l'aime. Je l'aime depuis je l'ai regardé à Wisconsin quand j'ai regardé les games de Cole Caulfield, ils jouent ensemble. Puis, tu sais, c'est un monstre, là, dans une série, mais, tu sais, la Ligue nationale, c'est un autre game, mais moi, il est supérieur à Romanov. Je pense pas que c'est un débat, là, mais en tout cas. Initialement, toi, tu avais dit que d'après toi, K'Andre Miller était vraiment meilleur que Romanov. Tu l'avais comparé sur quelle base, en fait? Là? Et, comme je te dis, ça fait vraiment longtemps, mais j'avais comparé parce que je sais qu'il était meilleur que Romanov, puis lui, il m'avait répondu dans la vidéo qu'il était pas pantoute, puis il le sera jamais. Tu sais, parce que oui, c'est vrai qu'il était égal, mais cette année, on a vu que Romanov a monté un step, mais l'autre, oui, dans une meilleure équipe, tu vas me dire, mais ça reste que le gars, c'était un choix de première ronde, puis c'était... Tu sais, le gars, c'est pas surprenant ce qu'on voit de lui. Tandis que Romanov, il y en a qui étaient pas sûrs, puis finalement, c'est un joueur solide, là. C'était comme un Yemlin en meilleur, là. Mais Miller, c'est un autre step. Vas-y, Emile, tu voulais rajouter de quoi? Un petit peu meilleur que Yemelin. Oui. Pas mal meilleur. Surtout offensivement. Non, mais je pense que K'Andre Miller, il est excellent, mais je pense pas qu'il va avoir un pic genre super énorme de je vais être d'un premier défenseur de la Ligue. Ça sera pas un Norris. Je pense que ça va être 2 top 4 qu'on peut pas dire lui va être tellement supérieur à l'autre, puis l'un va être tellement supérieur à l'autre. Je pense pas qu'on peut dire ça de 2 joueurs aussi tout à fait jeunes, en fait. Là. Ils sont tellement jeunes, tu peux pas comparer ça, mais je pense que Romanov, il amène un aspect tellement physique que n'importe qui peut pas à côté. Même Miller, il est super gros, là, mais... Miller, il aime ça jouer physique. Contre les Hurricanes, il y allait, puis il voulait... Tu sais, Domi, il cherchait à marre, puis il voulait le pogner, puis une chance les arbitres étaient là. Moi, je pense pas que niveau physique, Romanov est quelque chose, mais Miller, je pense qu'il est autant physique que... c'est différent physique aussi. C'est sûr que c'est différent physique. Je voudrais pas pogner Miller après un sifflet, c'est sûr. Non, c'est ça. Pendant le in-game, genre entre 2 sifflets, c'est de Romanov que j'ai peur d'aller de son bord. Maintenant. Mais c'est un méchant bon... une méchante belle question, Yves, en plus avec le TikTok d'aujourd'hui. J'ai une autre question qui va être une question qui tue pour Émile, mais avant d'y aller, moi, K'Andre Miller, c'est un gars que je suis vendu à ce gars-là. Son coup de patin pour un gars de sa stature est tellement beau. C'est un gars qui est capable... Il est capable d'appuyer l'attaque comme de jouer en arrière. Je te dis pas que c'est un Norris, mais pour moi, c'est un des, ou sinon, avec Adam Fox, là, c'est un des défenseurs qui a le plus haut potentiel actuellement dans cette équipe-là. Absolument. Fox, c'est un Norris, puis lui, d'après moi, c'en est un. Puis je pense qu'on peut voir... bien complété, là. Ça vient bien compléter le Adam Fox. Mais moi, ce que je veux apporter, c'est que c'est pas parce que Romanov joue pour le Canadien. C'est pas ça, là. Romanov, je le trouve très bon, là. Mais c'est parce que là, il y en a plein qui disent c'est un hater du Canadien. Mais c'est pas ça. C'est juste que Miller, il est bon. C'est juste ça l'affaire. C'est ça le point. Question qui tue. Cette fois-ci, on s'en va du côté de Émile. Émile, tu as analysé la série Conférence de l'Ouest. La question qui tue. McDavid ou McKinnon? Je pense qu'il y a... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de question. Je pense que McKinnon va sortir vainqueur du duel, mais je pense que McDavid est clairement le meilleur joueur de sa planète. Le meilleur joueur sur la planète. Donc là, il y en a points. On parle on parle de le meilleur joueur. OK. Puis si maintenant je te pose la question, d'après toi, lequel des deux va être capable d'amener son équipe à la coupe le plus souvent? Est-ce que tu penses que c'est le leadership de McDavid ou celui de McKinnon? Le leadership, je pense que... Je sais pas. Je pensais pas que McDavid avait tant de leadership, mais juste à le regarder jouer, j'ai envie d'être dans son équipe. Genre j'ai envie de faire quelque chose pour lui, de l'aider, de lui amener un gardien, je sais pas. Mais
on l'a vu, là, il y a soif, mais je pense que côté leadership, je vais le donner à McKinnon. Je pense que c'est plus un gars de troupe que. La question, est-ce que c'était pour global overall ou c'était, pardon, dans cette série-là, est-ce que tu aimais mieux avoir McKinnon ou McDavid? La question qui avait été posée, c'était le meilleur au monde, point. C'est lequel, d'après vous? Mais qui va amener plus de coupes qui va amener son équipe à plus de coupes? Je pense que ça va être McKinnon parce qu'ils vont en avoir 2-3 dans les prochaines années. Mais moi, sérieusement, je suis d'accord que McDavid, c'est le meilleur joueur au monde, mais tu me demandes si je construis une équipe qui je prends McKinnon, McDavid, moi je prends McKinnon. Parce que McKinnon, il est pas mauvais. Là. Mais là, attendez, là, vous vous basez sur quoi pour dire d'abord le meilleur au monde? Juste les statistiques offensives, c'est tout? Ben, le niveau, je veux dire, McDavid va faire des buts à l'emporte-pièce, puis je veux dire, le patin, c'est le meilleur joueur au monde global, je veux dire, skills puis tout. Mais pour bâtir une équipe pour gagner, McKinnon, je veux dire, il y a des skills aussi, mais McKinnon a l'air d'un leader incontesté. Puis c'est pour ça que Patrick Roy, c'est McKinnon qui voulait, puis il avait mis sa job sur la table. Si vous prenez pas McKinnon, moi je m'en vais. Puis il l'avait jamais coaché, là, mais il savait que ce gars-là, c'était un train. Là, je sais pas si vous avez vu comment il dribble la pas quand il patine. Moi, je comprends pas comment il fait. Là. Mais c'est pour ça que moi, je prends McKinnon pour gagner, pour bâtir un club pour gagner. J'enlève rien à McDavid, là, mais je pense que c'est deux gars élites. Mais je pense que McKinnon est plus, je sais pas, il est plus gros, plus physique, je trouve que. Puis c'est question personnelle. Je veux dire, quelqu'un qui prend McDavid, c'est pas un mauvais choix. À partir du moment où tu dis, d'après toi, qui est le meilleur, ça devient très subjectif parce qu'au final, pour moi, les statistiques offensives et le côté explosif ne définissent pas le gars comme étant le meilleur. Ce qui fait que pour moi, il est bon, McDavid, il fait un très beau show, mais j'aime l'aspect physique de McKinnon, j'aime l'aspect leadership de McKinnon, j'aime le fait qu'il fait peur aux joueurs adverses. McDavid, il réussit à se pousser des joueurs adverses. McKinnon, il fait peur aux joueurs. Fait que c'est toutes des choses que j'aime bien. De définir qui est meilleur au monde, d'après moi, non plus, parce que je pense que Connor, c'est tout un show de gens. Ouais, fait que c'est dur d'aller. Il n'y a pas de mauvaise réponse dans ce cas. Non, c'est ça. Bon, ben les boys, on a fait le tour des sujets. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin ou. Go Jackets! all right. OK, ben très, très gros merci, Sam, d'avoir été sur le show aujourd'hui. Plaisir. On va se revoir très prochainement. Yes. Puis je tiens à parler aussi qu'on va essayer d'être un petit peu plus régulier au niveau du podcast. Émile, c'était ta première expérience. Comment ça s'est passé? Ben, mais ça. Vous êtes bien accueillants, on se parle souvent aussi, on est habitués, mais non, c'est le fun, puis les gens posent des belles questions qui mènent à des bons débats. Ben, un très gros merci d'avoir été là. Je pense que tu en es très bien sorti aussi, honnêtement. Tu as une belle façon de t'exprimer. Déjà, c'est clair, ça, c'est super important au niveau de la communication. Mais sinon, tu as amené des bons points. Puis, je savais que tu avais déjà fait des recherches sur les séries finales. Il n'y a pas de stress avec ça. Je sais que tu connais le hockey junior. Il n'y a pas de stress avec ça. Fait que, bref, je pense que tu étais bien placé. Puis, avec Sam, en plus de ça, c'est quand même un gars qui est easygoing. Ouais, je s'entends bien. All right, ben un très gros merci, Émile, d'avoir été là aussi. Puis pour vous à la maison, je vous dis un gros merci d'avoir été là du début à la fin. N'oubliez pas qu'en rediffusion, le show va être disponible samedi matin sur Spotify et YouTube. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à notre nouveau TikTok, à Twitter, mais aussi on est disponible sur YouTube, Facebook et Spotify. Alors, merci beaucoup d'avoir été là du début à la fin et on reste connecté parce qu'il y a d'autres shows qui s'en viennent. Merci. Bye bye.